Bonjour et bienvenue sur le webinaire consacré au numérique en santé. Il est animé par Julie Carrère, déléguée numérique en santé de la CPAM Haute-Garonne et organisé par la CPTS du Nord toulousain. Bon webinaire à tous. Donc voilà, comme je vous explique, moi je vais vous faire une présentation de ce qui est proposé actuellement au niveau, on va dire, du numérique en santé. Le but, c'est qu'il y ait un échange, donc n'hésitez pas à m'interrompre, à me poser des questions au fur et à mesure, hein. Euh, je préfère que ce soit voilà actif et qu'on puisse répondre de suite sur le moment que d'attendre à la fin du diapo, évidemment, pour endormir tout le monde et que les questions soient oubliées. Donc, on va commencer par la base, mon espace santé. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Est-ce que mon espace santé, pour vous, c'est une application qui vous est connue ou pas du tout? Oui, au niveau personnel, du moins. Oui, en fait, voilà, c'est mon espace santé. En fait, c'est, on va dire, le carnet santé numérique du patient. C'est le versant patient, c'est-à-dire que tous les patients, depuis tous les assurés depuis début 2022, la CNAM en fait a fait une création automatique de leur espace santé. Donc, sur cet espace santé, on peut y retrouver des documents qui sont déposés par le patient lui-même, mais aussi les documents qui sont déposés par l'ensemble des professionnels de santé qui interagissent sur la santé des patients et des documents qui vont être déposés par l'assurance maladie. Je pense aux données de remboursement, historique de remboursement, mais aussi ça peut être donc la vaccination Covid. Chaque patient, donc, du coup, peut activer son espace santé. Donc, en fait, il est créé par la CNAM de façon automatique. Mais si le patient ne l'a pas activé, en fait, il va être créé pour les professionnels de santé pour pouvoir y déposer tous ces documents. Mais le patient n'aura pas la visibilité de ces documents. Il faut qu'il l'active après derrière. Pour ça, il y a une petite procédure à faire. On a fait beaucoup de communication sur le sujet. Je ne sais pas si vous avez Ouais. des retours de patients par rapport à ça. Normalement, à partir du moment où en fait vous aviez un compte Amélie, le patient recevait un mail et une notification sur son compte Amélie. Et si c'était pas le cas, dans ce cas-là, il recevait un courrier d'information par voie postale. Donc, il faut savoir que au bout de 6 semaines, si le patient n'avait pas donné signe de refus de cette création de ce compte Mon Espace Santé, en fait, il restait actif. Pour parler de mon espace santé, en fait, il faut savoir qu'il se présente sous plusieurs blocs. En fait, c'est une application qui est quand même très complète. Vous allez donc y retrouver tous les documents de santé, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, on peut y retrouver les comptes rendus d'hospice, on peut y retrouver les résultats de labo, on le verra après. Mais il y a aussi un nouveau bloc qui est la messagerie. C'est-à-dire qu'en fait, il y a certains professionnels de santé qui échangent de façon, on va dire par mail, de façon pas sécurisée. Donc, cette messagerie a été mise en place pour pouvoir en fait continuer à échanger par mail avec le patient si le professionnel de santé le souhaite. Mais les données sont cryptées du coup depuis cette messagerie qui est une messagerie sécurisée de santé. Sur cet applicatif aussi, il y a un profil médical. Donc, ce profil médical, c'est le patient lui-même qui le remplit. D'accord? Il informe, il met toutes les informations qu'il souhaite sur ce profil. Et en fait, une fois qu'il a renseigné toutes les données, il va pouvoir le publier dans ses documents. Et donc, en fait, un professionnel de santé, s'il ne connaît pas ce patient, va pouvoir découvrir ce récap, en fait, de tous les antécédents qu'il a souhaité y mettre. Il y a aussi donc un catalogue de services. Ce catalogue, en fait, ça permet depuis mon espace santé, en fait, de naviguer vers d'autres applications, en fait, et de pas sortir, en fait, de mon espace santé. Donc, je pense notamment à Doctolib ou même, il y a des sites pour des patients diabétiques. En fait, vous avez directement le lien depuis mon espace santé et vous pouvez, en fait, naviguer sur plusieurs sites différents depuis cette application. Il y a aussi un agenda de santé qui a été mis en place qui permet en fait de centraliser tous les rendez-vous médicaux concernant le patient. Ça permet de faire un petit résumé, des petits rappels. Il y a aussi dans cet agenda des rappels sur des actions de prévention. Je pense notamment, par exemple, lorsqu'il y a un dépistage à faire pour la cataracte ou MT-dents pour les enfants, vous avez un petit rappel sur l'agenda en fonction de l'âge qui apparaît sur cet agenda.
Et vous avez aussi maintenant un onglet vaccination qui permet de pouvoir voir où c'est qu'on en est au niveau de ces vaccinations parce qu'effectivement, lorsqu'on perd le carnet de santé papier, du coup, on sait plus trop où c'est qu'on en est. Donc, si en plus le médecin n'est pas disponible, ben là, du coup, sur cet onglet vaccination, ça permet de pouvoir avoir la visibilité de toutes les vaccinations qui ont été faites, sachant qu'on peut rajouter les vaccinations qui ont été faites précédemment. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Oui, excusez-moi, Ah, Madame Carrère, chez le docteur Tara. bonjour. L'espace santé et le DMP, c'est presque pareil, je pense, non? Alors, en fait, le DMP, c'est une brique de mon espace santé. Si vous voulez, le DMP, ça va être le versant professionnel de santé. On va le voir après. Vous m'avez devancé. Ah, Euh, d'accord. voilà, on le voit sur cette slide. En fait, si vous voulez, le patient, lui, il a son espace santé. Et dans son espace santé, il est intégré donc le DMP pour le professionnel de santé et la messagerie de santé sécurisée que vous avez soit dans votre logiciel métier, soit à part, comme Medimail, qui n'est pas forcément intégré dans les logiciels. Oui. D'accord. Mais c'est la même chose. On est d'accord que les documents sont les mêmes. D'accord. Donc, merci, Madame Carrère. Du coup, ben voilà, on a vu la slide. Donc, pour Je, que ce je soit peux vous bien poser une clair, donc, question? mon espace santé, il n'y a qu'un applicatif pour le patient où il y aura donc son dossier médical et sa messagerie intégrée sur mon espace santé. Et pour les professionnels de santé, donc, il y a le DMP qui va intégrer tous les documents déposés par les professionnels de santé et le patient lui-même. Et la messagerie de santé sécurisée qui peut être donc intégrée, comme je vous expliquais, dans votre logiciel en fonction de la version que vous avez de logiciel, ou alors, du coup, vous auriez une messagerie à part. J'ai une question. Oui. J'avais évoqué lors de la description ça. J'ai voulu déposer des documents sur le DMP de certains patients. Je pensais qu'avec l'apparition de mon espace santé, c'était devenu automatique la mise en place Votre du... profession, s'il vous Je suis plaît. podologue. Alors, voilà. Donc, du coup, j'allais y venir. En fait, si vous voulez, le Ségur a été mis en place pour une certaine catégorie de professionnels de santé pour le moment. En fait, on a commencé, enfin, la CNAM a commencé à déployer le Ségur avec les médecins, les pharmaciens, les radiologues et les laboratoires. Moi, D'accord? je Et peux accéder au DMP. Il n'y a pas de oui, oui, souci. vous pouvez accéder au DMP via l'application WebDMP. Du DMP. Voilà. Mais si vous voulez, aujourd'hui, l'alimentation, ce que vous me demandez, elle est possible de façon automatique si vous êtes équipé d'une version Ségur. Et cette version Ségur, pour le moment, elle est disponible que pour les médecins, les laboratoires, les pharmaciens, les radiologues et les établissements comme les cliniques ou les hôpitaux. Si vous voulez, toute la partie professionnels de santé auxiliaires médicaux, elle va arriver en 2027. Donc, on a eu du retard en fait sur le calendrier. Et ce qui est prévu, c'est courant 2027. Donc, c'est vrai que pour le moment, vous, c'est embêtant parce que vous pouvez consulter le DMP via le web DMP, mais l'alimentation, du coup, c'est de l'alimentation, on va dire, manuelle, c'est-à-dire qu'il faut faire toutes les manips depuis le web DMP. Et c'est vrai que du coup, ça demande quand même beaucoup de clics comparé aux médecins qui ont un logiciel où maintenant, Oui. l'alimentation, à partir du moment où ils génèrent un document, le logiciel propose de le déposer, si vous voulez. Mais Ouais, ça, mais du coup, j'ai des patients qui n'ont pas activé leur DMP et du coup, on ne peut rien on peut rien déposer. Je pensais justement que vu qu'il y avait mon espace santé qui avait alors, été le fait, DMP, il est plus actif là pour les patients. En fait, on ne parle plus d'activer son DMP. Ils ont leur espace santé. En fait, le DMP a fusionné avec mon espace santé, si vous voulez. Donc, à partir du moment où ils n'ont pas refusé leur espace santé, vous, en tant que professionnel de santé, vous pouvez consulter et déposer des documents via le web DMP, du coup, pour vous, pour le moment. Mais j'ai des patients avec qui je peux pas. Ah, C'est ça Euh, en fait. c'est-à-dire que Moi, ça vous met quoi? j'accède Ça vous met DMP non trouvé, hein, non créé, non créé. Alors, J'ai inactif le non même faut savoir souci. il y a 2% de la population qui a refusé d'activer son espace santé. Alors, peut-être que vous n'avez pas eu de chance, vous êtes tombé sur cela. Il y en a quelques-uns Après, comme ça. Ouais. on sait qu'il y a eu des petits soucis. Alors, notamment, j'allais y venir, les patients qui sont nés à l'étranger, qui ont, je pense aux patients bénéficiaires de l'AME, ceux-là, ils n'ont pas, par exemple, de mon espace santé. Alors, je ne sais pas si c'est le cas
Ben, ça serait bien peut-être de me faire des captures d'écran j'ai laissé mes coordonnées à la fin du diapo et peut-être m'envoyer ces captures d'écran de DMP non créés avec le numéro du patient et comme ça, ben, moi, je pourrais faire remonter et faire des recherches, voir pourquoi ça marche pas. Après, Là, concrètement, le lecteur que j'ai, c'est les quelques Lancia. patients Et en fait, si tu veux, moi, là, j'ai deux dossiers. c'est des patients qui, je pense, sont dans le refus. Ils m'ont pas dit qu'ils avaient refusé mon espace santé, mais quand je leur ai parlé d'activer des choses, ils m'ont dit non, je le ferai pas. Oui, alors effectivement, il y a des patients qui sont contre, hein, donc s'ils ont fait la démarche, parce que bon, il faut savoir que pour demander la désactivation, enfin, de fermer son espace santé, en fait, il faut appeler le 3422 et du coup, ça prend 2 minutes effectivement par téléphone de pouvoir désactiver son espace santé. Donc après, peut-être que vous êtes tombé sur, c'est un couple, c'est J'en des ai eu patients. plusieurs Hein. comme ça. Bon, après, il peut aussi y avoir des bugs. Dans ce cas-là, c'est intéressant de me les faire remonter parce qu'effectivement, plusieurs bugs qu'on a eus, on a pu voilà, faire des recherches et comprendre pourquoi et finalement après améliorer la situation et pouvoir accéder au DMP. Donc, c'est intéressant. N'hésitez pas à me les faire passer à l'occasion. Ouais. Ok. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de voir? Non, Non? Est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour Laurence. Ah, bonjour. À un moment donné, ça a été déconnecté, donc j'ai pas entendu. Mais nous, les pharmaciens, quand on fait une vaccination, il faut qu'on aille l'inscrire sur mon espace santé, alors? Alors, normalement, vous, avec si mes souvenirs sont bons, vous avez WinPharma, c'est ça? C'est ça. Ouais. Normalement, vous, à partir du moment où vous qualifiez l'INS, on va y venir, parce que de toute façon, il faut qualifier l'INS, l'identité nationale de santé de chaque patient au départ. Euh, Ouais. Normalement, le document de vaccination, les bordereaux de vaccination sont normalement envoyés, si l'INS est qualifié, sont envoyés de façon automatique. Mais ça, par contre, il faut qualifier l'INS. Je l'avais vu avec votre pharmacien, normalement, ça fonctionnait. Mais effectivement, au départ, enfin, en tout cas, il y a quelques mois, mais il a fallu un peu essuyer les plâtres. Il y a eu des bugs, mais normalement, WinPharma a amélioré hein, cette Mais je alimentation vois des automatique. trucs, en effet, sur le logiciel qui sont pas envoyés au DMP. Il faut les débloquer, qu'on les envoie. Ok, non, mais c'est bon, je vois Et le du coup, truc. pour les débloquer, en fait, ils sont en rouge. C'est les pastilles rouges. Si mes souvenirs sont bons, vous avez les pastilles vertes et les pastilles rouges dans le bordereau là, de tous les envois de documents. Et les rouges, c'est parce l'INS n'a pas été qualifié. Ouais, on qualifie et après on débloque Tout à l'envoi. fait. Oui, oui. Tout Ok, à fait. ça marche. C'est bon. Merci. Avec plaisir. Donc, on va parler du versant du coup professionnel de santé parce que vous êtes des professionnels de santé et donc vous allez utiliser le DMP. Donc, le DMP, tout le monde connaît. C'est le dossier médical partagé. Le but est de pouvoir centraliser donc toutes les informations et toutes les données de votre patient au même endroit, de pouvoir avoir une meilleure prise en charge en situation d'urgence, de pouvoir éviter de faire certains examens, hein, parce que on est bien d'accord, si un jour un cardiologue fait une prescription médicale pour une analyse de sang et finalement le lendemain il va chez son généraliste et que le généraliste fait la même analyse, c'est dommage alors que les résultats sont mis à disposition sur le DMP. Donc, il y a deux possibilités d'accéder et de consulter le DMP. Donc, pour les médecins, pharmaciens et les laboratoires, on peut consulter depuis le logiciel s'il est référencé Ségur. Pour les auxiliaires médicaux, je suis désolée, pour le moment, c'est pas d'actualité, mais vous pourrez donc passer sur la passerelle donc WebDMP en vous connectant avec votre carte CPS ou votre ICPS. Tout le monde s'est connecté déjà sur le DMP ou pas? Oui. Oui. Donc, pour ce qui est de l'alimentation, effectivement, l'alimentation du DMP, ben, pour les professionnels, comme j'ai dit, les médecins les pharmaciens, les laboratoires, l'alimentation se fera de façon automatique depuis leur logiciel. Pour les autres, ben, pour le coup, c'est vrai que s'il y a des informations à mettre intéressantes pour vos patients, il faudra passer par le WebDMP et du coup scanner le document et l'intégrer de façon, on va dire, manuelle. Donc, je vous ai fait une petite capture d'écran du WebDMP. Donc, ça, c'est la page d'accueil du WebDMP. Vous avez ici donc accéder au DMP, vous cliquez. Donc après, c'est comme pour aller sur Amélie Pro, soit vous cliquez par le mode carte CPS, soit par Pro Santé Connect avec du coup la ICPS.
Le WebDMP se présente comme ceci, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs, on va dire, thématiques pour éviter de se retrouver avec plein de documents et de chercher les documents, parce qu'en plus, il faut savoir que ça va être amélioré, mais aujourd'hui, les documents sont déposés avec l'intitulé que le professionnel de santé aura choisi pour le nom du document, mais après, on a la visibilité de la personne qui a déposé le document. Donc, c'est vrai que si on ne connaît pas cette personne, on ne sait pas si c'est un cardiologue, un podologue, un kiné. Et donc là, le but, c'est de pouvoir l'améliorer et de pouvoir avoir vraiment la thématique. Parce que ça évitera de chercher. Parce que là, aujourd'hui, on est au début du DMP. Donc, il n'y a pas beaucoup de documents. Mais dans 10 ans, quand on va avoir 10 ans de documents, effectivement, ça pose souci. Donc, le but étant, dans on va dire quelques années, avoir vraiment la thématique de la maladie, pas de la maladie, de la spécialité, en fait, de la personne qui aura déposé le document. Donc, on peut y retrouver des synthèses, les traitements, ce sont les prescriptions médicales, les analyses labo, les comptes rendus d'imagerie, compte rendu aussi d'IRM et échographie. On n'aura pas les images encore parce que c'est trop lourd, c'est en cours d'étude. Vous allez avoir toutes les actions de prévention, hein, donc avec la vaccination. Vous pourrez y déposer des certificats et il y aura aussi, bien sûr, les données de remboursement de l'assurance maladie. À savoir que aujourd'hui, vous pouvez avoir l'historique des remboursements sur Amélie Pro avec la carte CPS et la carte Vitale. Je parle pour les médecins ou pour les pharmaciens notamment. Sur le DMP, vous pouvez les consulter sans carte vitale, c'est-à-dire que le patient oublie la carte vitale, à partir du moment où l'INS a été qualifié, vous avez la visibilité sur tout, donc c'est quand même assez pratique. Bien entendu, à partir du moment où vous faites une action sur le DMP, que ce soit de la consultation ou du dépôt de documents, tout est tracé, c'est-à-dire que le patient a une notification qui indique que vous avez été sur son DMP. Je vous ai mis sur ce document des exemples de documents qui peuvent être mis pour chacun des professionnels de santé. Alors, j'ai essayé de mettre toutes les professions, mais bon, certainement que j'ai dû en oublier. Donc, il y a donc les médecins traitants, donc le volet de synthèse médicale qui est très intéressant pour tout le monde parce qu'effectivement, c'est un récap de la santé du patient. Donc, lorsqu'on a un patient en consultation pour une première consultation, vous pouvez vous retrouver face à des patients qui sont un peu confus ou qui savent pas forcément ce qu'ils ont. Donc là, ça permet d'avoir vraiment le récap avec tous les antécédents. Concernant les médecins spécialistes, vous aurez les comptes rendus de consultation. Spécialistes en cancérologie, les dossiers communicants de cancéro, du coup. Pour les biologistes, les comptes rendus d'examen et les résultats en bio. Pour les radiologues, vous aurez les comptes rendus d'imagerie médicale. Pour les masseurs kinés, les bilans diagnostiques kinés. Pour les infirmiers, vous pourrez déposer donc les bilans de soins infirmiers. Concernant l'établissement de santé, il y aura les comptes rendus d'hospice, les lettres de sortie, les comptes rendus opératoires, comptes rendus d'accouchement, enfin voilà, tout ce qui est en rapport avec un établissement de santé. Et pour les EHPAD, du coup, le dossier de liaison d'urgence, le DLU, qui pourra être déposé. Et c'est vrai qu'il peut être très intéressant lorsqu'il y a une prise en charge en urgence. Du coup, c'est le récap de la santé du patient en EHPAD. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Et est-ce que peut-être que j'ai oublié certaines professions? Alors, moi, j'ai une question. Ah, Ouais. pardon. Non, c'est parce que je regardais je regarde le chat en même temps, là, s'il y a des questions. Il y a une question autour des diététiciens, s'ils ont accès aussi ou pas. Alors, les diététiciens, pour le moment, ils n'ont pas signé de convention avec l'assurance maladie, donc du coup, ils ne sont pas référencés avec un numéro de professionnel de santé, si vous voulez. Donc aujourd'hui, il n'est pas possible d'accéder au DMP parce qu'ils ne sont pas considérés comme des professionnels de santé, on va dire proprement parler. Donc pour le moment, c'est pas d'actualité. Certainement que les évolutions vont se faire. Je sais ils en parlent, ils parlent même pour les ergothérapeutes, parce que finalement toutes ces personnes, elles n'ont pas de statut de professionnel de santé proprement dit, mais elles interviennent à la santé des patients et donc il est nécessaire effectivement d'avoir accès au DMP. Donc je sais que c'est en train de proposer des possibilités. Le problème, c'est que c'est une question de sécurisation parce que là, on parle de données de santé. Et au niveau connexion, aujourd'hui, ce qu'il y a de plus fiable, c'est une carte CPS. Et sans carte CPS, la connexion n'est pas possible.
C'est le même cas pour Moi, les j'avais une assistants question. médicaux et pardon, excusez-moi. Assistants Alors, les médicaux et assistantes orthoptistes. médicales, Ouais. alors les assistantes, elles peuvent alimenter, mais effectivement, elles ne sont pas Ah, professionnelles de santé, donc elles ne peuvent pas consulter. Moi, j'avais une question concernant la consultation, justement, parce que, en fait, il y a bien une petite ligne qui dit, est-ce que vous avez l'autorisation du patient? Et parfois, c'est compliqué, c'est pas forcément une situation d'urgence, mais comme vous dites, le patient rentre d'hospitalisation, on n'a pas toutes les données, on peut demander effectivement au patient, mais des fois il a des troubles cognitifs, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'on va pas se retrouver, nous, alors moi je suis infirmière, dans une situation un peu complexe concernant cette confidentialité? Parce que parfois, on est quand même obligé d'aller sur le DMP, c'est pas une situation d'urgence, mais il y a des informations que nous n'avons pas. Ça peut être tout bête, hein. On nous demande de faire un vaccin. On va des fois avoir un doute, vérifier sur le Bien sûr. DMP si cette vaccination n'a pas été faite antérieurement. Et du coup, nous, on se posait la question de savoir si on n'allait pas faire signer systématiquement à nos patients une autorisation préalable de pouvoir consulter le DMP, urgence ou pas. Il y a des médecins, il y a des professionnels de santé qui le font. Après, D'accord. c'est pas ce qui est, voilà, en tout cas, il n'y a pas de procédure par rapport à ça. Moi, j'ai pas Il pourrait y en d'infos. avoir. Pardon? Il pourrait y en avoir de la part des patients. Oui, On pourrait alors avoir des après, plaintes. si vous voulez, vous avez quand même, quand vous vous connectez la première fois, hein, je parle sur le DMP, vous avez une coche, vous savez, le patient accepte. Oui, 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 tout à Donc, fait. normalement, si vous cochez cette Oui, mais case-là, c'est que vous avez posé Non, la mais question ça, au patient. Mais il le demande à oui, chaque non, mais fois. j'entends bien, sauf qu'il y a des patients qui n'ont pas la possibilité. Quoi. Moi, des fois, j'ai des patients, je vais leur poser la question, ils vont pas s'en souvenir le Et lendemain, voilà. hein, donc c'est très très Oui, limite. Donc je c'est sais pour bien. ça, moi, ça nous pose des fois un souci. Des fois, on a vraiment, quoi, c'est pas de la curiosité malsaine, hein, on est obligé d'aller voir sur le DMP certaines informations pour être sûr de ne pas faire Bien d'ânerie. sûr. Mais il y a cette problématique-là de voilà, comme vous dites, est-ce que le patient est au courant ou alors est-ce que c'est une situation d'urgence? Bon, bah, des fois, Alors, c'est vrai que ça, c'est une question qui revient à chaque fois. Et clairement, moi, ce qui est dit, c'est qu'à partir du moment où l'espace santé du patient est activé, qui n'a pas refusé son espace santé, ben, il est au courant que les professionnels de santé peuvent s'y connecter, si vous voulez. Puisque c'est justement, si on s'y oppose pas, les professionnels de santé peuvent s'y connecter. Donc, et en plus, il a une notification par mail qui lui indiquera que vous vous connectez. Donc, s'il y a un problème, on est bien d'accord, vous n'allez pas vous connecter sur le DMP d'un patient que vous ne voyez pas. ah bah Là, ça, par on est contre, bien effectivement, d'accord. il aurait Bien raison sûr, de vous poursuivre. Donc, bien s'il sûr. vient, en plus, même, je me dis, même s'il se retourne contre vous parce que vous n'avez pas demandé il se souvient pas que vous lui avez demandé au départ, on va dire. Si vous l'avez vu en consultation, vous pouvez justifier, en fait. Vous pouvez dire, ben voilà, moi je suis passée chez vous, surtout vous les infirmières. Je sais qu'il y a beaucoup de médecins qui déposent directement les prescriptions et les patients ne les ont pas forcément. C'est quand même très pratique de pouvoir accéder au DMP et récupérer la prescription médicale. On est d'accord. Mhm. Donc, le but, c'est fait pour ça, en fait. C'est de pouvoir partager l'info et que tous les professionnels de santé qui vont interagir. Après, il faut savoir que quand même, les patients, même s'ils souhaitent activer leur espace santé, qu'ils l'ont actif, ils peuvent, après, refuser l'accès à certains professionnels. Donc, après, il faut qu'ils restent maîtres il faut qu'ils soient actifs, en fait, dans leur espace santé. Alors, on est d'accord, la personne qui a des problèmes cognitifs et est-ce que vraiment elle va se poser la question de savoir si vous allez finalement vous connecter, puisque bon, Oui, après, là, toutes les personnes qui sont les personnes âgées, généralement, ils n'ont pas du tout d'accès sur l'ordinateur. En tout cas, ils ne maîtrisent oui, pas du tout les outils ils y vont pas. numériques. Mais les familles, voilà, il y a quand même, souvent, c'est les enfants qui gèrent ça. Bien Voilà. sûr. Donc, moi, c'était vraiment une question purement légale de Je comprends. savoir, parce que des À fois, on est partir du quand même moment où obligé. vous avez posé la question au départ et que vous avez coché comme quoi vous avez demandé l'accord et qu'on vous a dit oui, il n'y a OK. pas de problème. Moi, j'ai une petite question là par rapport à juste ce qui vient d'être dit. Il me semble qu'en fonction des professions, on Oui, n'a pas les il y a mêmes une accès. matrice. D'ailleurs, dans le diaporama, quand elle va vous l'envoyer, je pourrais vous la montrer, mais c'est écrit en tout petit. En fait, en fonction des professions, vous n'avez pas la visibilité de tous les documents. Ah, c'est ça, hein? Effectivement. Ben, par exemple, une personne Moi, qui a des problèmes, j'ai je vais pas parler des problèmes psychiatriques, par exemple, une personne qui va chez son podologue, hein, la podologue n'a pas à d'accord. savoir si oui ou non elle voit un psychiatre, on est d'accord. Oui. Donc en fait, il y a des choses qui ont été établies avec une matrice, donc du coup, quand vous aurez
le diapo qu'elle vous enverra, vous avez un lien qui est actif, vous cliquez dessus et vous aurez la matrice en fonction des professions et des documents disponibles. Donc, bien entendu, le médecin traitant, il a accès à tout. Et après, en fait, en fonction des professions, il y a des documents qui sont restreints, effectivement. Il y a Leïla qui a levé la main. Je ne sais pas si c'était par rapport à la question de tout à l'heure ou si c'est... Oui, oui, c'est par rapport à la question tout à l'heure, par rapport à la réponse de Madame Carrère, qui disait que on n'a pas encore de numéro. Donc en fait, oui, on a un numéro et un PPS, puisque les diététiciens, on a reçu le mail, ça date de fin 2024, je crois, où on a un numéro et un PPS, et on a reçu aussi le mail pour créer notre carte ICPS. Donc RPPS, mais alors, le problème, c'est que ça porte à confiance. C'est comme avec les psychologues. Vous avez un numéro RPPS, vous pouvez créer une ICPS, mais pour le moment, il n'y a pas de possibilité de pouvoir vous connecter sur le DMP. En fait, je pense qu'ils ont prévu tout ça pour que vous puissiez l'avoir dans un avenir proche, mais aujourd'hui, vous pourrez rien faire. Vous aurez accès à rien. donc, pour le moment, ça sert à rien. Pour le Au final. moment, ouais, diététicien ou psychologue, effectivement, vous n'aurez pas accès. D'accord, Mais merci. par contre, c'est remonté et c'est dans les tuyaux. Mais bon, voilà, je sais pas pourquoi. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. On continue du coup? Alors, je vous ai parlé du DMP. Laurence, qui est pharmacienne à Saint-Jory, nous a parlé donc de l'alimentation automatique. Et en fait, effectivement, il faut savoir, alors du coup, pour les personnes qui n'ont pas encore de logiciel Ségur, donc tous les auxiliaires médicaux, vous n'êtes pas concernés, mais peut-être qu'en fonction des logiciels, vous avez déjà l'identité nationale de santé qui est référencée. En fait, pour vous expliquer, on va passer à la slide suivante. Avant, à l'arrivée du Ségur, un patient pouvait avoir plusieurs identités chez plusieurs professionnels de santé. C'est-à-dire que vous aviez une patiente qui s'était mariée. Elle pouvait être référencée chez son médecin traitant avec son nom de naissance. Finalement, plusieurs prénoms, si elle avait plusieurs prénoms. Il y avait des caractères, des virgules, des tirets. Bon, bref. Elle s'appelait, donc on va prendre l'exemple là de Madame Loiseau. Donc chez son médecin traitant, elle s'appelait Madame Loiseau. Ses prénoms, Marina, virgule, Anne. Sa date de naissance et elle avait son sexe était référencé dans son dossier médical. Et chez son pharmacien, finalement, elle était référencée à son nom marital, Madame Dubois, avec donc Marina Anne, sa date de naissance et son sexe. Et chez son cardiologue, elle était référencée avec son nom marital, son nom de naissance et ses deux prénoms avec un tiret. Et donc, au final, elle avait 3 identités différentes alors qu'on parlait d'une même personne. Donc, en fait, avant l'arrivée de cette INS qui a été mise en place, du coup, en 2022, il y avait des erreurs de destinataire, notamment dans le dépôt de documents ou même dans la consultation du DMP. Et donc, pour unifier ça et pour être sûr qu'on parle de la bonne personne, ben, cette identité, elle a été mise en place. Donc, elle se base sur plusieurs traits d'identité, qui est le matricule INS qui correspond normalement, la plupart du temps, au numéro de sécurité sociale du patient. On va retenir son nom de naissance. Les prénoms de naissance seront sans caractère, donc il n'y aura ni tiret ni virgule. La date de naissance remonte, le sexe de la personne aussi, et on a rajouté un autre trait d'identité qui est le code lieu de naissance. Et ça, en fait, dans votre logiciel, vous avez un téléservice qui s'appelle le téléservice INSI, qui permet en fait d'appeler l'identité du patient. Vous avez le reflet de l'identité qui remonte, et normalement, il est demandé de confirmer avec le patient tous ces traits d'identité en demandant une pièce d'identité. Alors, on est bien d'accord, c'est pas un contrôle d'identité, c'est juste pour s'assurer que la personne elle soit bien référencée dans votre dossier patient et que lorsque vous allez pouvoir alimenter le DMP ou consulter le DMP, que vous adressez les documents médicaux, parce qu'on parle de données médicales, à la bonne personne. Est-ce que j'ai été claire ou pas sur le sujet? C'est clair. Donc voilà, c'était juste la petite aparté, mais pour le moment, effectivement, donc les médecins, les pharmaciens, ils ont eu l'info, je pense, 10 000 fois parce qu'on est venu vous voir, puis l'info, les éditeurs en parlent. Mais c'est vrai que vous, pour vous, auxiliaires médicaux, aujourd'hui, l'INS, je ne sais pas si vous l'avez dans vos logiciels. Normalement, certains logiciels l'ont déjà déployé, mais bon, je connais pas tous les logiciels, donc c'est vrai que ça vous parle, vous, l'INS ou pas?
Moi, je le récupère, mais via l'accès en fait au web DMP, quoi. Ah Si oui, j'ai, voilà. Ouais, si la personne n'a pas la carte vitale avec et a une attestation de tout à sécurité fait. sociale, je peux rentrer avec le numéro de L'INS. sécu et accéder au dossier. Mais enfin, Mais sur personnellement, votre logiciel, non, c'est pas encore non, d'actualité. Non. non, non, sur le logiciel, c'est pas encore d'actualité, non. Ok. Je sais Normalement, pas ça si va ça arriver sera très prochainement. déployé. C'est la première brique du Ségur. Donc, en fait, lorsque vous allez basculer en version Ségur, la première chose, c'est l'INS. Parce qu'en fait, il va falloir le qualifier pour tout Ok. l'ensemble de vos patients. Les patients, ça l'a envoyé en mobile. Il fallait tous les mettre à jour. Je voulais vous parler aussi, faire juste une petite parenthèse sur l'ordonnance numérique. Alors ça, c'est pareil. Pour le moment, c'est pas tout le monde qui est concerné. Donc en fait, les médecins, donc que ce soit spécialistes ou généralistes, depuis maintenant, on va dire, allez, une bonne année parce que bon, on a été un peu en retard au niveau des calendriers, peuvent donc, enfin, même pas peuvent, doivent, avec leur logiciel, générer une ordonnance numérique. Donc en fait, l'ordonnance numérique, c'est quoi? Je vais vous montrer. Elle ressemble à ça. Donc en fait, le médecin, sur son logiciel, il a ce qu'on appelle l'ordonnance numérique. Et en fait, lorsqu'il va saisir toutes les molécules qu'il aura prescrites à son patient, elles vont aller dans une base de données assurance maladie, qui est donc enregistrée assurance maladie. Et le fait de valider cette prescription, cela va générer un QR code que vous pouvez voir en bas à gauche. Ce QR code, c'est quoi? En fait, le patient, donc, il peut repartir de chez le médecin, soit avec sa prescription, ou alors avec sa prescription qui est déposée dans son espace santé. Dans tous les cas, s'il a même papier, il va présenter au pharmacien sa prescription, et le pharmacien, lui, eh ben, il va scanner ce QR code. Et avec son logiciel qui est équipé, l'ordonnance numérique, il va pouvoir, du coup, avoir le reflet. En fait, il va scanner le QR code, il va avoir le reflet de la prescription du médecin sur son logiciel. Le fait qu'il scanne les boîtes qui correspondent à la prescription et qui facture va faire que l'information va être en statut, on va dire, délivré. C'est-à-dire que si le patient part dans une autre pharmacie avec sa prescription et qu'un autre pharmacien va scanner ce QR code, ben, du coup, le pharmacien aura l'information comme quoi l'ordonnance a déjà été délivrée à telle date. Le but étant de limiter le nomadisme. Donc, au niveau du médecin, normalement, ça change pas trop sa façon de prescrire. Je sais qu'au départ, c'était un peu laborieux parce que les éditeurs, ils ont un peu essuyé les plâtres, ils ont essayé d'intégrer le Vidal. Enfin, c'était un peu compliqué au niveau des posologies et même, je crois, au niveau des conseils, si mes souvenirs sont bons. Mais maintenant, normalement, ça fonctionne bien. Et pour les pharmaciens, effectivement aussi, hein, comme tout début, ça a été un peu laborieux, mais normalement, maintenant, ça fonctionne bien. Et je pense notamment aux ordonnances sécurisées. C'est quand même très pratique de pouvoir faire de l'ordonnance numérique et de plus avoir à écrire toutes les molécules à la main avec le formulaire spécifique. Il est prévu donc pour les dentistes, courant 2026, de pouvoir faire de l'ordonnance numérique. Donc ça, c'est la nouveauté. Et pour courant 2027, du coup, les médecins pourront faire de l'ordo numérique pour tous les soins paramédicaux, du coup. Et donc, vous serez équipés pour pouvoir lire ce QR code et pouvoir utiliser l'ordonnance numérique. Est-ce Il que va vous avez... falloir qu'on s'équipe, quoi. Comment? Il va falloir qu'on s'équipe. Tout à fait. D'accord. Il va falloir s'équiper, ouais. Oui, bah après, bon, normalement, c'est en plusieurs étapes, hein. Là, les médecins, ça fait 2 ans maintenant mais voilà, il y a eu plusieurs étapes dans le Ségur. Et donc, la première, ça a été l'INS pendant quelques mois. Après, on a basculé avec l'ordre numérique. Maintenant, il y a l'application carte vitale. Donc, c'est vrai que, voilà, on le fait de façon échelonnée pour pas avoir tout d'un coup parce que déjà, quand on n'a qu'une brique à rajouter, c'est compliqué des fois. Donc, effectivement, vous allez voir, vous allez être accompagné. Puis on est là. On est quand même 12 DNS, délégués numériques en santé sur le secteur. On est vraiment là pour vous accompagner, donc il ne faut pas hésiter à nous contacter pour vous aider. Et normalement, les éditeurs de logiciels aussi font des formations. Une fois qu'ils ont fait la mise à jour, ils vous forment à utiliser, bien sûr, toutes ces options. C'est sûr. On va parler de l'application carte vitale. Donc l'application carte vitale, donc les médecins peuvent l'utiliser. Mais il faut savoir que tous les auxiliaires médicaux qui sont équipés d'une version du logiciel Addendum 8 sont censés pouvoir utiliser l'application carte vitale. Donc, déjà, est-ce que vous avez, vous, activé
de façon, on va dire, privée, l'application Carte Vitale. Alors, depuis novembre 2000, ouais, depuis novembre là, de 2026. Oui, 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 c'est fait. J'ai pas compris, excusez-moi. Bon. Donc depuis novembre, dans le 31, on peut du coup activer son application Carte Vitale. Donc je vous ai fait des petites captures d'écran de, voilà, de comment elle se présente. Donc en fait, vous avez sur la page d'accueil une demande de code de personnel hein, que vous avez vous donc choisi. Vous mettez votre code ou votre mot de passe. Et donc, ça vous met sur la deuxième capture d'écran la carte vitale de façon dématérialisée. Avec, si vous voyez dessous, là, sous la carte, vous avez en fait les dernières facturations avec les professionnels de santé. Donc, on voit qu'il y a la pharmacie du centre, le docteur Patricia Bastien. Voilà, ce sont les dernières consultations qui apparaissent à partir du moment où il y a une facturation qui est faite avec l'application Carte Vitale. Et lorsqu'on clique sur la carte vitale qui est dématérialisée, apparaît donc la photo du patient avec donc le QR code. Et vous avez deux possibilités. Vous avez la possibilité d'une lecture QR code ou du mode NFC, qui est le mode sans contact. Vous savez, quand vous faites un paiement avec la carte bleue, la seule chose qu'il faut savoir, c'est que le mode NFC n'est pas compatible avec les iPhones. Donc, il vaut mieux privilégier des lecteurs QR code. En tout cas, à acheter un lecteur, il vaut mieux privilégier les lecteurs QR code parce que le mode NFC, du coup, ben, vous serez limité parce que les patients qui ont des iPhones, Apple n'a pas ouvert, en fait, la possibilité de faire le NFC pour la carte vitale pour le moment. Donc, je ne sais pas si ça sera prévu, mais en tout cas, pour le moment, ça a été refusé. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Donc, ce qu'il y a d'intéressant avec l'application Carte Vitale. Donc, cette application, elle permet plusieurs choses. Donc, déjà, il faut savoir que le patient, il oublie souvent la carte vitale, mais le téléphone, on ne l'oublie pas. Donc, déjà, ça permet d'avoir toujours l'appli avec soi. Deuxièmement, les droits sont toujours à jour, en fait, parce qu'il y a un appel ADRI directement depuis votre logiciel. Donc, en fait, les droits qui vont remonter quand vous scannerez le QR code seront toujours à jour. Et l'INS, donc l'identité nationale de santé, comme l'application est en lien avec France Identité, ben en fait, l'INS se qualifie de façon automatique à partir du moment où vous scannez l'application Carte Vitale. Vous n'avez plus besoin de faire appel au téléservice INSI. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Donc après, bon, les données d'état civil sont toujours bonnes, pas forcément pour les ayants droit. Donc ça fera pareil, hein, ça sera une demande à part. Et c'est ce qui surtout, ce qui est très intéressant, c'est que ça vaut pour de la télétransmission en mode sécurisé, comme si vous avez la carte vitale. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, imaginons votre patient a perdu sa carte vitale, mais l'application restera toujours active. Donc, c'est toujours un second moyen de pouvoir utiliser, du coup, l'appli. Dans un avenir assez proche, il sera possible aussi de faire des délégations. Je pense notamment aux parents qui ont des enfants, du coup, des bénéficiaires sous leur carte. Lorsque les enfants vont chez papy-mamie, par exemple, dans le nord de la France, et que avant, il fallait laisser la carte vitale au cas où, et finalement, papy-mamie oubliait de la rendre, et donc on se retrouvait sans carte vitale pendant des mois. Mais là, du coup, il n'y aura plus besoin. Vous pourrez faire une délégation sur l'application de vos parents pour qu'ils récupèrent on va dire, durant la période des vacances, les bénéficiaires pour pouvoir directement scanner le QR code. Donc ça, c'est quand même assez pratique. Voilà, concernant l'application Carte Vitale. Maintenant, on va parler de la facturation, comment ça va se passer avec vos logiciels. Donc, il faut savoir, même vous, en tant qu'auxiliaires médicaux, je ne sais pas si vous avez l'addendum 8 au niveau de votre version de logiciel, mais ce serait intéressant de contacter votre éditeur, voir si vous êtes en addendum 8. Et dans ce cas-là, vous pouvez voir avec eux aussi de pouvoir commander un lecteur. Et du coup, vous pouvez dès à présent, même si vous n'avez pas la version Ségur de votre logiciel, utiliser l'application Carte Vitale. Donc, en fait, très simple, le patient arrive, il a son appli, il ouvre. Donc, le médecin, soit c'est un Android, il peut faire le mode NFC, donc sans contact, ou il lit le QR code. Il faut savoir qu'à partir du moment où il y a le scan du QR code ou du NFC, la session reste 20 minutes active. C'est-à-dire que pendant 20 minutes, vous pouvez faire de la facturation. Il n'y a pas besoin de rescanner, en fait, le QR code. Donc, le professionnel de santé fait sa consultation. Ensuite, il fait sa facturation comme il fait habituellement.
Et ensuite, ben, dans la foulée, en fait, le patient lui reçoit une notification sur son appli pour lui indiquer qu'il y a eu une facturation qui a été faite avec son appli et donc il a la trace, en fait, dans son appli. Comme je vous disais, donc il faut avoir un logiciel agréé Addendum 8, donc c'est pour ça que même des paramédicaux, vous pouvez avoir du coup l'application carte vitale. Il existe plusieurs sortes de lecteurs. Donc en fait, il y en a même une quantité. Vous avez les lecteurs ce qu'on appelle que QR code. Donc ce sont des douchettes qui permettent de lire les QR codes. Ce sont les moins chers. Vous avez ensuite les lecteurs de mode qui font donc le mode sans contact et le mode lecture QR code. Vous avez les 3 en 1 qui sont lecture carte vitale, NFC et QR code. Et vous avez les 4 en 1 où ils peuvent faire lecture de la carte CPS, lecture de la carte vitale, lecture QR code et le mode sans contact NFC. Pour savoir quel lecteur est compatible avec votre logiciel, il faut contacter votre éditeur, bien entendu, parce qu'en fonction même de votre environnement, si vous avez Mac ou pas Mac, Windows, ben, du coup, tout ça, il faut voir avec l'éditeur pour qu'il puisse vous établir, ben, du coup, la liste des lecteurs compatibles. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Oui, excusez-moi, Madame Carrère, c'est Docteur Oui. Tara. Ça a un coût quand même. J'ai entendu dire qu'il y avait un remboursement par de la CPM pour l'acquisition de ces lecteurs. Alors, effectivement, donc pour 2026, pour les médecins, euh, il y a donc une aide si vous achetez un lecteur de 140 € qui sera rajouté à votre forfait structure. Pour cela, il faut donc acheter le lecteur, faire au moins une télétransmission avec l'application carte vitale et facturer pour qu'on ait le flux application carte vitale. Et il y a aussi, alors, vu qu'il y a vous savez, la nouvelle, le forfait structure, il vient à disparaître, là, pour les médecins, ça va être la dotation numérique. Et donc, il y a plein de modifs. Donc, pour cela, on verra en détail parce que bon, c'est vrai que vous êtes en minorité, pour les médecins. Donc, il vaudra mieux qu'on se rencontre en rendez-vous pour qu'on puisse faire le détail de tout ça. Mais effectivement, pour 2026, il y a 140 € d'aide pour le lecteur. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Dans le chat, là, il y a une question. Je ne sais pas si c'était, je pense pas que c'était par rapport à l'application Carte Vitale, mais il y avait une question sur, selon le logiciel d'accès, il y a des restrictions. Je viens d'essayer par le web directement, ça marche avec le CPS. Donc, je ne sais pas, c'était sur, je crois que c'est, je sais Attendez, pas je vais sur le quel. regarder directement parce que Ouais, c'est dans le chat, oui, avec Vega. Donc, du coup, je ne sais pas trop. Alors, je suis Je sais pas si la personne veut poser sa question directement, je ne sais pas. Oui, n'hésitez pas, on me demande le corps d'identité du patient. Et là, il faudrait qu'elle m'explique là de vive voix, ça serait plus simple, hein. De toute façon, là, sur ma slide, d'après, j'ai mes coordonnées avec donc mon numéro de téléphone. Gardez-le précieusement parce que des 06 à la caisse primaire, c'est rare. Et après, j'ai mon adresse numérique, générique, pardon, voilà, vous pouvez m'adresser un mail et vous pouvez demander rendez-vous, n'importe. Je me déplace dans tous les cabinets, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, la personne, elle n'a pas. Non. Ah, c'est bon pour moi, merci. Alors, effectivement, à l'époque du DMP, il y a quelques années, certains logiciels, je pense notamment infirmiers ou kinés, avaient déjà proposé l'accès au DMP, mais au vu des clics, certains ont fermé cet accès depuis le logiciel, vu qu'il n'y avait pas d'obligation pour le moment. Donc, c'est vrai que, en fait, en fonction des logiciels, des fois, il y en a qui ont l'accès ou pas, mais le mieux, c'est de passer par le web DMP. Alors, c'est vrai que des fois, il peut y avoir des lenteurs, mais il fonctionne super bien, et puis moi, je le trouve hyper clair, quoi.
Juste nous, pour la petite anecdote, on va régulièrement sur les DMP, surtout sur les sorties d'hospitalisation. Et on a eu un problème avec un patient qui parlait pas français, qui avait oublié toutes les ordonnances de ses, comment ça s'appelle, hein, De son de hospital. sortie dans le taxi, quoi. Ça a été tout un truc. On est allé sur le DMP, on s'est rendu compte que le traitement avait changé. On a voulu s'en assurer, parce que évidemment, elle est sortie un week-end, on a voulu s'en assurer dès le lundi. Et heureusement, parce qu'en fait, le compte-rendu mis sur le DMP était erroné, avait été changé, sauf qu'ils avaient laissé l'ancien, et l'ancien y est toujours. Ils l'ont pas Euh, supprimé. voilà. Et du coup, bon, bah, si on s'était fié uniquement en DMP, on aurait clairement fait une erreur dans le traitement. Donc, et puis, il y a des fois des comptes rendus qu'on ne trouve pas. Alors, je pensais que les établissements avaient une obligation, donc Alors, manifestement, non. effectivement, oui. Alors là, votre patient, il est étranger. Alors, bon, déjà, c'est qu'il a une DMP, puisque vous avez accédé à certaines infos, mais Oui, comme oui, je oui. vous disais, il y a certains patients qui sont étrangers qui ne peuvent pas avoir de DMP en fonction, je pense, aux patients qui sont bénéficiaires de l'AME. Mais par contre, lorsqu'il y a des documents, du coup, en fait, c'est parce que, en fait, si vous voulez, les établissements, la plupart du temps, ils font de l'envoi, on va dire, massif. C'est-à-dire, c'est comme les laboratoires, ils envoient par tranche d'heures, c'est-à-dire que tous les documents qui ont été générés dans la matinée à 11 heures, ça va être envoyé, et tous les documents qui ont été générés par l'établissement l'après-midi vont être envoyés en fin de journée. C'est souvent comme ça, c'est par vague. Le truc, c'est que si vous voulez, c'est un certificat serveur qui fait cet envoi automatique, c'est pas un humain. Donc en fait, lorsqu'il y a des modifications, mais du coup l'autre document va être généré, mais effectivement, il n'y a pas un humain derrière qui va penser à supprimer. Donc à part Ah. que le patient contacte du coup la clinique ou l'hôpital pour qu'il soit supprimé, et là dans ce cas-là c'est possible, il n'y a pas de souci, hein, mais c'est une action manuelle pour supprimer si vous voulez. Oui, oui, c'est ce qu'on a demandé, mais ça n'a pas été fait. Et en fait, voilà. Donc, Ah, ça par voilà. contre, vous pouvez me faire remonter, vous me donnez le numéro du patient, le document exact, et en Oui, fonction, moi je peux me mettre je peux me rapprocher de l'établissement, il n'y a pas de souci. oui, bien sûr. Et je vais vous envoyer également le dossier d'une patiente qui n'est pas étrangère et qui n'a pas de DMP ouvert Ouais, tout à ça l'heure, comme la m'intéresse. personne aussi. Mais j'en ai qu'une, moi, hein. Mais D'accord. voilà. Nous, on pensait que c'était lié au fait qu'elle soit âgée, qu'elle n'ait pas d'accès. Elle n'a pas euh, refusé, elle, c'est sûr que non, elle n'a pas refusé, ou sa famille n'a pas refusé. alors là, Vous savez pas. Et je... voilà, parce que ouais. ça On peut n'a pas, aussi. on n'a pas cette info. Les enfants ne Ouais. nous ont pas donné cette info. Peut-être, hein, peut-être. OK, Mais oui, faites-moi remonter, il n'y a pas de souci. pas de souci. Merci beaucoup. Dans le chat, là, il y a une question sur l'aide à l'achat, si elle sera étendue à d'autres professions, comme les dentistes et les Eh bien, kinés. bonne question, on ne sait pas. De toutes les façons, s'il y a une info, bien entendu que la CNAM communiquera là-dessus. Aujourd'hui, ben, vu que le Ségur a été déployé que pour les médecins, pharmaciens, et c'est vrai que les médecins, il y a eu cette négociation, mais effectivement, pour le moment, on n'est pas au courant pour les autres professions. Merci. N'hésitez pas, il nous reste un petit peu de temps encore, si vous avez des questions. Moi, je vous transmettrai le diaporama quand on aura fini la visio. Là, je transmettrai le diapo. Il y aura les coordonnées de Julie Carrère dessus. Si vous avez des questions plus individuelles, Oui, j'allais n'hésitez dire. pas. Ouais. Mm. On espace santé, non. Application, non. DMP, tout est clair. Mais écoutez, si c'est bon pour vous, on peut arrêter la visio. Et puis, moi, je vous transmets donc le diaporama. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers Julie Carrère si vous avez voilà, des questions ou autres qui vous viennent après la visio. N'hésitez pas. Je vous transmets tout Très ça. bien. Merci beaucoup. Voilà. Merci Il n'y bien. a pas d'autre dans le Merci. chat.